Chères sœurs, chers frères de notre merveilleuse planète Terre, lumière pour toi. Nous sommes réunis ce soir pour la nouvelle lune qui aura lieu après-demain, au moment où je fais ce live, donc le 4 décembre, exactement à 8h44 heure de Paris, 7h44 temps universel pour celles et ceux qui veulent rectifier en fonction de l'endroit dans lequel il ou elle se trouve dans le monde. J'espère que vous allez bien, que le fil conducteur du sens qui est donné à votre aventure sur cette planète suit son cours. Moi en tout cas c'est le cas, c'est plein de défis et voilà. Dites-moi déjà si le son est ok, si la musique est pas trop forte, si tout va bien, voilà, un pouce ou un ok. Et coucou tout le monde, tous ceux qui arrivent, toutes celles et ceux qui arrivent, ça fait plaisir de vous retrouver. Je pense que je garderai ces formats maintenant, en tout cas pour celles et ceux qui suivent les lives, dans les lives à peu près à 21h45, parce que c'est là apparemment où tout le monde est posé chez soi, sûrement que les enfants sont couchés, et s'il n'y en a pas, c'est vos pensées qui sont couchées apparemment à cette heure-là, donc il y a peut-être moyen de suivre un peu mieux le truc, quoi. Voilà. Fallait bien qu'il y ait éclaireuse holistique qui viennent foutre le bordel dans le live, mais bon, on a l'habitude, voilà, si tout le monde vous voulez aller voir éclaireuse holistique pendant ses prochains lives pour lui foutre le boxon dans ses lives, vous êtes les bienvenus, c'est cadeau. Voilà, donc je vous invite à prendre votre verre d'eau que j'ai oublié de prendre là parce que je sors de cours d'arts martiaux. D'ailleurs, je suis au dojo, au Katana Dojo, et ça tombe bien parce que pour cette nouvelle lune qui aura lieu en Sagittaire, dans le chi du Sagittaire, vous voyez que je tâche de faire des jonctions entre les différents domaines de ma vie. Voilà, et particulièrement astrologie, arts martiaux avec l'aspect énergétique, l'aspect yin, c'est-à-dire l'aspect plus intérieur, dans une recherche plus vénusienne de l'art martial, plus que le côté martial, Mars, combat, fight. Donc quand on parle de chi, on parle d'énergie. On parle de l'énergie, c'est l'énergie universelle. Elle est inclue dans toute chose manifestée. Elle est à la source de toute chose. Dans celles et ceux qui pratiquent le yoga, vous entendrez sûrement le prana, donc on a le chi, mais on pourrait y donner plein d'autres noms. C'est une substance vibratoire, et ce qui importe, tout comme quand on pratique le qigong, ce qui importe, c'est pas la quantité d'énergie qu'on va accumuler, mais c'est surtout la qualité vibratoire de cette énergie. Et qu'est-ce que c'est que l'astrologie, sinon que d'être en harmonie avec la qualité vibratoire du temps. Ça veut dire que si ma qualité vibratoire, je l'harmonise à la qualité vibratoire universelle, chose que normalement, être humain, on est censé faire naturellement, dans le sens où, à une certaine époque, il y a des millions d'années, si on étudie un peu l'histoire de l'humanité, pas celle qui est écrite dans les livres de M. Fernand Nathan, le mytho, on va très certainement découvrir qu'il y a eu plusieurs formes d'humanité et que celle-ci, un des appels, ça va être de développer l'outil mental. Donc quand on est dans une forme de spiritualité où on dit qu'il faut faire taire le mental, tuer le mental, que le mental, il faut le tège à la poubelle et tout ça, ça tombe mal parce que justement c'est ce que notre humanité est appelée actuellement, dans le règne humain dans lequel on est, à développer l'outil mental. Et ça tombe bien puisque ça concerne justement l'axe Sagittaire-Gémeaux de ce soir. Alors, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Quand je dis qu'on est dans le chi des Sagittaires, c'est pas pour rien. Il y en a qui vont me dire, mais non, on dit du Sagittaire. Là, je vais faire exprès ce soir de dire des Sagittaires. En astrologie, on a 4 signes doubles. Vierge, Poisson, Sagittaire, Gémeaux. Même s'il se manifeste le Sagittaire dans son unité, il a quand même une double nature. Même si la Vierge s'exprime dans son unité,
elle a quand même une double nature qui est reflétée par le signe qui est en face, c'est-à-dire les poissons. Rappelez-vous que l'astrologie fonctionne par axe yin-yang. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Le yin ne peut pas aller sans le yang et inversement. Et donc on a une invitation, un enseignement initiatique, donc qui nous permet d'établir de nouveaux commencements, à chaque nouvelle lune et pleine lune. Le but, c'est pas de répéter comme des automates la même chose chaque année. Le but, c'est que ça monte en spirale. Ça monte vers quoi ? Vers plus de conscience. Donc quand on parle de ce matin, je mettais un post sur la volonté de conscience, parce que je voyais à quel point aussi sur mon cheminement, par exemple, le simple fait d'être sur un chemin de conscience ne suffit pas. Et puis ça veut dire quoi en plus être sur un chemin de conscience ? Il y a aussi une forme de volonté de conscience. Et la volonté, je vois à quel point, me concernant, elle a surtout été mentale, cette volonté. La volonté de savoir, la volonté de la vérité. La volonté, c'est martien, c'est martial. Là, cette volonté, est-ce qu'elle ne pourrait pas être quelque part plus réceptrice et réceptive en mode vénusienne ? C'est-à-dire en mode féminin. Une volonté de conscience qui est prête à recevoir justement la conscience. C'est toute la question du moment, et justement, la nouvelle lune, elle est couplée à une éclipse solaire. Ce qui fait que ça vient occulter. Et quand on parle d'occulte, occulte, ça veut juste dire caché. C'est pas parce qu'on parle de sciences occultes ou de choses occultes ou d'occultisme que tout de suite c'est en lien avec de la sorcellerie, etc. Occulte, ça veut juste dire caché. Donc les sciences occultes, c'est tous les arts et sciences qui nous permettent d'accéder à ce qui n'est pas visible à partir d'un outil visible. L'astrologie, le tarot, la numérologie, et j'en passe. Évidemment que dedans, il y a de tout et de n'importe quoi. Mais ça ne va pas être le sujet de ce soir, mais n'empêche que c'est important de souligner ça, parce que la nouvelle lune à laquelle on a affaire là, c'est celle des Sagittaires. Une double nature Sagittaire. Alors on dit le signe du Sagittaire, mais il a sa nature animale, c'est un corps de cheval, je vous rappelle, le centaure Sagittaire, avec un buste d'humain. Et qu'est-ce qu'il fait avec sa flèche ? Il vise le soleil, il vise la conscience, il vise la lumière. Donc il est dans une volonté de conscience. Mais par quoi est-ce qu'il a été animé avant ? Par un mois de traversée dans le monde du Scorpion. Donc il y a une suite logique, il y a une suite qui n'est pas due au hasard, dans cette grande intelligence parfaite de la divine présence, des horlogers célestes, comme mon enseignant d'astro aime l'appeler, les appeler, les horlogers célestes ou l'horloger céleste. Et j'aime beaucoup cette expression. Donc le monde des Sagittaires, ça va être justement le défi de réussir à unifier une partie instinctive, animale, qui peut être animée par des peurs et donc par un intellect hyperactif, en mode moulinette, et une partie humaine qui est à la fois en contact avec son bas instinct et sa volonté de conscience, c'est-à-dire sa volonté de toucher le divin, sa volonté de s'éveiller, de toucher à des vérités d'ordre supérieur. Et qui est au milieu, entre la partie instinctive et la partie spirituelle ? L'humain. Donc l'humain, il n'est pas appelé à n'être que lumière, je ne suis que divin, etc. Il a aussi une partie instinctive qui, elle, est pleine de peur, d'ombre, etc. Et c'est tout le propre du travail, justement, d'oser la plonger en Scorpion. Me concernant, que je le veuille ou non, j'ai été confronté au fait de plonger récemment, alors qu'on était aux derniers instants de l'énergie Scorpion. Donc le travail se fait à partir du moment aussi où on apprend à lâcher prise dans la confiance et la foi en le processus. Sinon, surtout moi en plus, qui est un descendant Gémeaux, il peut y avoir une moulinette intellectuelle qui se met en place et qui se perd dans des pseudo-vérités, etc. Donc l'énergie Sagittaire, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a une flèche. Mais le centaure, vous lisez les 12 travaux d'Hercule, Hercule, il a
vaincu l'hydre de Lerne en scorpion, dans les marécages, au fond de la grotte. Et quand il l'a vaincu, il a placé au bout de ses flèches le poison de l'hydre de Lerne. La suite du voyage, c'est que justement le monde du Sagittaire qui suit le Scorpion, on voit que le Sagittaire vise avec sa flèche, mais j'aime à penser que cette flèche, elle est imprégnée de l'hydre de Lerne. Ça veut dire que les ombres, tout ce qui était empoisonné dans l'hydre de Lerne qu'on a mis au bout de notre flèche, c'est-à-dire la flèche, c'est ce qui nous donne une direction, c'est ce qui donne un sens, c'est ce qui nous permet de nous engager et d'unir vers quelque chose, unis vers la lumière. Donc maintenant, la substance même qu'on a trouvée dans les ombres vont nous permettre justement d'atteindre cette lumière. Et c'est là la remontée vers ce que le Sagittaire incarne, c'est-à-dire Jupiter, Diopis, la joie. Aller vers plus de joie. Où est-ce qu'elle est ta joie? C'est une des premières questions de cette nouvelle lune. Alors, le degré symbolique, vous savez que j'aime donner les degrés symboliques à chaque fois. Les degrés symboliques, encore une fois, ce sont des images qui vibratoirement sont calées à chaque jour de l'année et qui représentent une position du soleil, degré par degré, jour après jour. Donc chaque jour a une ambiance vibratoire différente. En vrai, il faudrait les réactualiser, ces degrés symboliques, parce que quand on les lit, ils datent d'il y a assez longtemps. En tout cas, à une époque où on n'avait pas les smartphones, où on n'avait pas la technologie telle qu'on l'a aujourd'hui, et il faudrait réadapter ces degrés symboliques avec la conscience et la culture actuelle. En tout cas, le degré symbolique de cette nouvelle lune dit une quantité de livres et de papier en désordre. Vous visualisez juste l'ambiance vibratoire, vous représentez la scène, une quantité de livres et de papier en désordre. Et bien ça peut en dire long sur beaucoup de choses. On est dans un axe qui parle de la connaissance. C'est l'axe de la connaissance. Et justement, le monde des Sagittaires, c'est le monde de la justice, donc de l'ordre. Mais là, on parle, si on s'élève vibratoirement, de la justice et de l'ordre cosmique. Il y a des connaissances qui sont diffusées, une quantité de livres et de papiers, donc ça a été écrit par des humains, évidemment, qui viennent établir un désordre, c'est-à-dire qui viennent nous désorienter par rapport aux lois universelles. Les lois universelles, le fait de les épouser, le fait de vivre en accord avec ces lois universelles, ça nous met dans un état d'harmonie. Ça nous met dans un état d'être d'harmonie. À partir du moment où les livres et les papiers en abondance, là il y en a une quantité qui provoque un désordre, ça veut dire qu'on s'est noyé. On s'est noyé dans de l'information, on s'est noyé dans des vieux schémas, dans des vieilles croyances, dans des vieux dogmes, dans des pseudo-vérités auxquelles on nous demande de croire. Et ça crée du désordre, donc de la disharmonie, donc du chaos. Chaos, c'est l'autre côté du cosmos. Cosmos, chaos. Cosmos, ça veut dire ordre. Chaos, c'est donc le désordre. Qui peut mener à une forme de destruction. Et Vénus, c'est la planète de l'ordre. Et vous allez comprendre pourquoi, là je m'intéresse à Vénus. Vénus, c'est la planète de l'harmonie, de l'ordre. C'est elle qui épouse la beauté. Et on a bien dit dans la tradition initiatique que l'esthétique est au-dessus de l'éthique. Et j'ai pensé à ça en me disant, ok, aborde les arts martiaux là, cette semaine en regardant si l'esthétique est au-dessus de l'éthique. Parce que dans les arts martiaux, on a ça. On a le code moral, on a toute l'éthique des arts martiaux, mais il y a aussi l'esthétique, la recherche de la beauté technique. Et c'est vrai que c'est au-dessus. C'est vrai que c'est au-dessus parce que le simple fait de vouloir épouser l'esthétique technique, mais l'esthétique de la pensée, l'esthétique aussi bien du subtil que de l'incarné, ça fait que automatiquement on est placé dans un état d'harmonie qui fait qu'on épouse le code moral, naturellement en fait. Mais l'inverse n'est pas forcément vrai. C'est pas parce qu'on se force à épouser un code moral, un code de conduite, que c'est l'harmonie qui suit dans notre vie. Il n'y a qu'à voir. Si c'était le cas, toutes les religions auraient mené à un état d'harmonie sur cette planète et on vivrait déjà sur une planète sacrée. Or, c'est pas le cas. Donc ça veut bien dire que l'éthique n'est pas au-dessus de l'esthétique.
Mais si on recherche la beauté en tout, donc l'esthétique, forcément ce qui suit derrière, c'est l'éthique. C'est un état d'harmonie puisqu'on épouse les lois universelles. Donc Vénus, c'est la beauté de tout ça, mais pas la beauté dans son côté lambda, basique. Il se trouve que Vénus, donc cette nouvelle lune, je le répète, elle a lieu le 4 décembre à 8h44, et il se trouve que le 11 décembre, Vénus rentre en conjonction avec Pluton, Hadès, une fois. Rappelez-vous, j'en ai parlé à la dernière pleine lune, que Vénus, elle met un peu moins de 2 mois, en général, à traverser un signe. Mais on va dire un peu moins d'1 mois et demi même. À traverser un signe. Il se trouve que pour la première fois depuis belle lurette, Vénus va rester 5 mois dans le signe du Capricorne. Elle reste jusqu'à mi-mars en Capricorne. Regardez le dernier live où j'en ai parlé justement de ça, et où je disais justement que si Vénus elle est en train de crapahuter dans les montagnes du Capricorne, comment ça se fait qu'elle va aller rencontrer Hadès au sommet de la montagne, parce que je vous rappelle que Pluton, il y a 30 degrés par signe, Pluton, il va arriver à peu près à 26-27 degrés au mois de mars, peut-être même un peu plus, donc il arrive au sommet de la montagne. Et qui est-ce qui est en train de le rattraper? Vénus. Au moment où on est en train de parler, Vénus elle est à peu près à 20 degrés. 20-21 degrés du Capricorne. Pluton, lui, il est à 25. Le 11 décembre, ils se rencontrent quasiment au sommet de la montagne, avant que Vénus reparte en arrière, puis reparte en avant, et qu'elle quitte le signe du Capricorne au mois de mars, où elle rencontrera qui au mois de mars? Eh bien, Mars. Alors, on va faire une pause question dans pas longtemps, donc je vous propose de les garder. Donc Vénus, évidemment qu'elle concerne tout l'aspect relationnel, mais elle parle aussi de notre rapport à l'harmonie, de notre rapport à l'esthétique, justement. À l'esthétique, donc forcément derrière, à l'éthique. Il y a quelque chose qui va être transformé. Il y a un rapport au féminin qui va être transformé. Il n'y a qu'à regarder tout ce qui dans la nature est féminin a un rapport à la beauté et à l'esthétique. Et donc, à l'éthique. Il n'y a rien de beau dans la nature qui n'est pas propice à l'ordre. Il n'y a rien. Par contre, tout ce qui est de type yang et qui ne respecte pas une forme d'esthétisme est en disharmonie avec la nature. Et en général, c'est détruit. C'est pour ça que Vénus, c'est pas que la planète de la douceur, etc. Si on viole ou qu'on transgresse ou qu'on n'est pas en harmonie justement avec les lois universelles ou l'harmonie et la beauté du cosmos, il y a un principe de préservation de cette harmonie qui va recycler ça. Recyclage, Pluton, Scorpion. Donc on est invité à recycler certains modes de comportement, certaines façons dont on reçoit les choses aussi, et pourquoi pas aussi notre façon d'aimer. Notre façon d'être des amoureuses et des amoureux. Salutations à Aruna pour la voix de l'amoureux qui correspond là, alors là pour le coup parfaitement avec une énergie sagittaire de cette nouvelle lune, et Sagittaire c'est la voix, c'est vraiment la voix, et Vénus qui va être transformée, donc on a une forme de nouvelle façon d'aimer ou de marcher en aventurier amoureux et amoureuse sur cette planète. C'est tout ça qui nous est demandé, et ça va nous demander de passer au crible du Sagittaire. Je marque une petite pause pour demander s'il y a des questions. Donc allez-y, c'est le moment s'il y a déjà des questions par rapport à ce qui a été dit. Et je vais justement parler de la suite là. Je regarde mes notes en même temps. Ok, pour l'instant il n'y a pas de questions, alors je vérifie quand même. Ouais, c'est bon. Les dates majeures pour cette nouvelle lune, pour donc ce nouveau mois, dans la culture hébraïque, on appelle ça le Rosh Chodesh, la tête du mois. Et si c'est la tête du mois, ça veut dire que ce qu'on y place, c'est important, c'est décisif. Puisque c'est ce qui va nous permettre d'établir le commencement de ce mois. Donc ce que je place au commencement de ce mois, c'est justement ce qui va donner la couleur et le là à tout ce mois qui va suivre. Et là, on parle bien d'une direction.
Shiatsu Provence, la différence entre le G et le Tao, je ne comprends pas du tout si c'est une question ou pas, mais tu peux reformuler si tu veux. Ok. Donc les dates clés, c'est que le 2 décembre, c'est-à-dire aujourd'hui, au moment où je suis en train de faire la vidéo, aujourd'hui, Neptune, après plusieurs mois de rétrogradation, rappelez-vous qu'une rétrogradation nous invite à reprendre du grade de l'intérieur, donc ça nous demande à ramener notre énergie intérieure selon la vibration dont on parle, là en l'occurrence Neptune, pour faire un travail de conscience intérieure. Le problème avec Neptune, c'est que c'est la planète des poissons et que c'est déjà une énergie de flou. C'est les profondeurs de l'océan, c'est Poséidon. C'est la planète du flou. Donc tous les questionnements de ces derniers mois qui peuvent nous enfumer l'esprit, justement, ou qui auraient pu nous enfumer l'esprit, où on n'arrive pas à y voir clair, au moment où Neptune redevient direct, c'est censé déjà éclaircir les choses vers l'extérieur. C'est censé commencer à éclaircir les choses. Ça peut aussi dire, attention, dans les prochains jours, des opportunités vont être données pour que tu puisses éclaircir des choses. À nous de saisir les perches qui sont tendues par rapport à ça. Mais attention aussi aux enfumades. Ça veut dire que venant de l'extérieur, l'énergie neptunienne est lâchée, il peut y avoir encore plus de flou, encore plus de mensonges, encore plus de manipulations, encore plus d'escroqueries. Donc attention aux informations, c'est-à-dire à la quantité de livres et de papiers. Ça, c'est un degré symbolique qui date d'il y a un siècle au moins. Aujourd'hui, si je le traduisais, ça pourrait dire une quantité d'informations, de médias et de télévision en désordre, qui mènent au désordre. Donc attention aux informations qui créent une sorte de parasitage. Parasite égale Neptune, c'est aussi les virus, les parasites, Neptune. Attention au parasitage mental qui vient justement nous empêcher d'y voir clair et qui vient nous manipuler et qui nous fait plonger dans quoi ? La peur. Ça, c'est Neptune. Mais après, dans le côté fun de Neptune, c'est aussi une vraie capacité vibratoirement à se relier à une source. Une source plus ou moins lumineuse. Tout dépend de à quoi est-ce que je me branche ou que je choisis dans ma volonté de conscience de me brancher. Donc, Vénus qui va croiser Pluton dans peu de temps. Donc, Vénus qui croise Pluton, je le répète, le 11 décembre. Donc, c'est l'étape d'après le 2 décembre. C'est aussi de nous dire qu'est-ce que j'ai à lâcher dans ma façon d'aimer. Qu'est-ce que j'ai à lâcher dans mes besoins, Vénus. Qu'est-ce que j'ai à lâcher dans... Quelles sont les dépendances que je dois lâcher? Quelles sont les dépendances affectives que je dois lâcher? Ça peut être une dépendance à la nourriture, au sexe, à l'alcool, à des substances, toutes les formes de dépendance qui viennent rassurer notre intellect ou notre mental inférieur et qui nous empêchent justement d'aller vers la vérité. Alors, la vérité entre guillemets, parce que maintenant, on va parler de l'axe Sagittaire-Gémeaux. Il y a un enseignement ésotérique, donc ésotérique, ça veut dire de l'intérieur. Exotérique, c'est ce qui est extérieur, ésotérique, c'est ce qui est à l'intérieur. Qui dit la flamme qui luit au-delà du mental révèle la bonne direction. Donc je répète, la flamme qui luit au-delà du mental révèle la bonne direction. Si on a la connaissance astrologique, la petite parenthèse, c'est aussi que vous avez certainement vu dans les stories que depuis plusieurs semaines, je travaille sur l'astro-théologie, qui est un domaine qui n'est pas connu du tout en France, qui me passionne depuis que je suis ado. Et j'ai décidé de reprendre ça à la lumière des enseignements astrologiques que j'ai reçus. Parce qu'avant, ce qui m'intéressait, c'était l'astro-théologie, sauf qu'avant, je n'avais pas la connaissance astrologique. Et maintenant, de relire les textes à la lumière et à la lueur de la connaissance astrologique nous montre qu'il y a des messages codés qui nous ont été transmis à travers les textes. Et ça, on en parlera très bientôt. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quand on lit dans l'enseignement ésotérique la flamme qui luit au-delà du mental révèle la bonne direction, si on a la roue du zodiaque
en tête, vous allez tout de suite savoir de quoi ça parle. La flamme qui luit, c'est soit du lion, soit du sagittaire. Mais quand elle luit, quand cette flamme est sacralisée, quand elle voyage, c'est celle du sagittaire. C'est un des signes majeurs de l'aspirant à l'initiation ou du disciple. Et je vais revenir sur ce terme-là, d'ailleurs je le note parce que je voudrais en parler. Donc la flamme qui luit au-delà du mental, dès qu'on parle de mental, on parle des Gémeaux. Eh bien, il se trouve que la flamme qui luit au-delà du mental, au-delà du Gémeaux, c'est le Sagittaire, c'est le signe qui est en face. Donc on a un message codé qui nous est transmis à travers cet enseignement ésotérique. La flamme qui luit au-delà du mental révèle la bonne direction. Il est à lire à plusieurs niveaux. Ça veut dire que pour aller vers la bonne direction, il y a déjà à être en connexion avec la voix du cœur. Parce que c'est cette voix du cœur qui va nous permettre de savoir où est-ce qu'est la bonne direction. J'ai un problème avec le côté bon ou mauvais, comme s'il y avait une mauvaise direction ou une bonne direction. Est-ce que la direction que je prends est celle de ma joie de vivre sur Terre en amoureux ou en amoureuse de la vie, et de l'autre et des autres? Oui ou non? C'est ça qui me permet de dire est-ce que je suis dans la bonne direction ou dans la mauvaise direction. Le fait d'être dans le mental inférieur, le problème de l'énergie Gémeaux qui rejoint le monde de Castor et Pollux, c'est deux frères jumeaux qui vivent une dualité. On en parlera de ça à la prochaine pleine lune dans 2 semaines, je crois que c'est le 19. Il y en a un qui vit sur Terre, l'autre qui vit au ciel. Et ils souffrent de ne pas se retrouver. Donc ils sont dans une dualité, parce qu'il y en a un qui n'accepte pas son incarnation, l'autre qui n'accepte pas d'être au ciel totalement, parce qu'il lui manque sa moitié. Et quand il y en a un qui descend, l'autre remonte, etc., etc. Donc ils ne se retrouvent pas, ils sont dans une dualité permanente. Ça nous parle de nous, de cette partie de nous qui est incarnée sur Terre, et de cette partie spirituelle qui est là-haut. Tantôt je suis spirituel, tantôt je suis dans la matière. L'invitation du Sagittaire, c'est de réunir ces deux parties en nous. D'où le centaure, l'instinct animal, cheval, l'humain qui vise le divin. Il réunit ces parties en lui. Il y a une recherche d'unité pour pouvoir vivre l'altérité. C'est hyper sociable comme signe, les Sagittaires. S'il pouvait être avec toute son équipe de centaures pour partir à l'aventure, ça serait la plus heureuse des créatures. J'allais dire le plus heureux des humains ou le plus heureux des animaux, mais en fait, il est tout ça à la fois. Donc, ce monde du Sagittaire, des Sagittaires, nous invite justement à connecter à une chose essentielle, qui est quel est le sens que je veux donner à mon chemin? Quel est le sens que je veux donner à ma direction? Et comme on parlait tout à l'heure de nouveaux commencements, dans les arts martiaux, il y a un précepte, il y a des préceptes comme ça, c'est des principes qui viennent dynamiser et qui viennent surtout permettre une forme d'initiation au sein de la pratique, au sein de la discipline. Dans discipline, vous entendez le mot disciple. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui applique ou qui s'applique à une discipline. Le problème de notre culture, c'est que le mot discipline, et moi le premier, ça a été moulé dans un truc où c'est comme ça, la discipline, l'effort de se dépasser, etc. Eh bien, quelle serait une discipline vénusienne? Et non pas une discipline martienne, mais je préférerais dire martiale, là, pour rester dans la cohérence. Quelle serait une discipline vénusienne? C'est une discipline dans laquelle je suis dans un art de réceptivité, dans un art de ressenti, dans un art de sensibilité, non pas de sensiblerie, mais de sensibilité. Et de suivre cette voie, la nouvelle lune, qui est un commencement, nous invite là à nous dire, ok, quel est le commencement que je vais donner à cette nouvelle lune, qui précède justement le solstice d'hiver qu'on aura le 21 décembre, et ensuite la naissance
de l'énergie christique, ou la renaissance, ou la résurrection de l'énergie christique, le 25. Il y a tout un parcours astrothéologique par rapport à ça. Pour vous donner un ordre d'idée, vous allez voir que le parcours du soleil, qui est le logos divin, c'est vraiment ce que le soleil, pourquoi le soleil a toujours été, pas vénéré, mais en tout cas a tellement fasciné et a tellement été un principe divin, mais parce que justement il représente les attributs divins. C'est lui qui permet à la vie d'exister, il diffuse la lumière, c'est grâce à lui qu'on voit la vérité du monde, il nous réchauffe, il nous aime, qu'on soit gentil, grand, moche, méchant, pas beau, il nous envoie sa lumière. Il irradie cette lumière. Donc le soleil représente les attributs divins. On n'a pas dit que le soleil était Dieu. C'est que le soleil représente le fils de l'intelligence cosmique, dans tout ce qu'il représente dans ses attributs. Le soleil, quand il parcourt les signes du zodiaque au fil de l'année, il commence à grimper à partir du printemps, donc on est dans le signe du bélier, puis il commence à grimper dans le ciel, la lumière revient. Il arrive à l'apogée de ça, il arrive à l'apogée de son parcours dans le ciel, arrivé au mois d'août. On est à la nouvelle lune du mois d'août, c'est-à-dire en énergie lion. Dans cette énergie lion, il irradie, il est dans une chaleur immense. Les anciens l'appelaient le roi lion. Ça vous dit quelque chose? Le roi lion, il n'y a rien qui est mis au hasard. On parlera d'Hollywood. Hollywood, le bois de houx. Qu'est-ce qui est fait en bois de houx? Une baguette magique. Une baguette magique qui sert à quoi? À jeter des sorts. Hollywood. Et arrivé au mois d'août, le soleil est dans son plein potentiel, le roi lion. Et puis arrive ensuite, il commence à redescendre, arrive l'énergie balance, enfin vierge, balance, et l'équinoxe d'automne, et là la lumière va commencer à descendre. Et le soleil arrive en scorpion. Arrivé en scorpion, dans les textes, vous entendez Jésus qui est embrassé par Judas. Judas embrasse Jésus. Et à partir de là, on dit qu'il l'embrasse pour le dénoncer. Et à partir du moment où il est dénoncé, il est arrêté et commence la passion du Christ, passion scorpion, c'est-à-dire la descente dans le monde des enfers. C'est là où il va le plus souffrir, scorpion. Donc cet épisode-là parle en fait du soleil qui est embrassé par l'énergie scorpion. Et il existe une espèce de scorpion, vous pouvez faire vos recherches, vous pouvez faire vos devoirs vous-même là-dessus, vous allez trouver les réponses. Et il existe une espèce de scorpion dans le désert de Judée qui, quand elle pique, elle laisse comme la trace d'un baiser. Le baiser mortel du scorpion. Faites des recherches, Wikipédia, le baiser mortel, ou le baiser du scorpion, ou le baiser de la mort. Vous allez voir que c'est toutes les mafias du monde, même dans certains films, de regarder Le Parrain, il l'embrasse, et c'est le baiser mortel du scorpion avant qu'il le poignarde. Donc en fait, il le trahit. Et bien ça, c'est une erreur de traduction dans les textes, vous pouvez aller rechercher même à la source. Judas n'embrasse pas Jésus pour le dénoncer. Les gars, à l'époque, il n'y avait pas autant de monde qu'aujourd'hui sur Terre. Ils savaient tous qui était Jésus. Le gars, il faisait des miracles à tire-larigot. Donc les Romains, ils n'arrivent pas en disant « Bon, c'est qui Jésus ? Va l'embrasser pour qu'on sache qui c'est. » Ils savaient très bien qui c'était Jésus. Donc en fait, Judas l'embrasse non pas pour l'identifier, mais pour le trahir. Et c'est ça le mot, c'est pour le trahir. Et à partir du moment où il est trahi, s'entame la passion du Christ. Bah oui, regardez le ciel. À partir du moment où le soleil est embrassé par l'énergie scorpion, ou qui rentre dans l'énergie scorpion, il descend. Et là, il chute. Jusqu'à quand? Jusqu'au 21 décembre. Dans pas longtemps, là. Au 21 décembre, le soleil, il arrive à l'endroit le plus bas du ciel, en tout cas dans notre hémisphère, de toute l'année. Et pendant 3 jours, il ne bouge plus. Vous pouvez le vérifier. Il ne bouge plus le soleil. Pendant 3 jours. 3 jours plus tard, le soleil se déplace
d'1 degré nord, 1 degré, pouf, et il recommence à remonter. Et les anciens disaient qu'il était ressuscité. Eh bien, ça vous rappelle rien cette histoire? Et cette histoire, elle est racontée dans l'histoire de Jésus, mais elle est racontée dans l'histoire de Mitra, elle est racontée dans plein d'autres histoires de dieux sauveurs qui sont nés un 25 décembre, qui sont morts sur la croix, etc. C'est un sujet sur lequel on reviendra, mais qui concerne aussi la vérité. Je marque une pause, dites-moi s'il y a des questions par rapport à tout ça. Et j'enchaîne sur les ombres du Sagittaire. Marquez le temps pour juste respirer et être à l'écoute de ce que vous ressentez, de ce que ça vient remuer en vous, de ce que ça vient vous renseigner, en attendant que je vois s'il y a des questions ou pas. Ouais, Ophélie, c'est vraiment passionnant. C'est vraiment un sujet passionnant. Ok, donc je continue. Si c'est passionnant, attention à la passion, Vénus, Pluton. Ok, donc l'axe Gémeaux-Sagittaire. Gémeaux, signe de la dualité par excellence. La dualité de l'intellect ou du mental. Alors, j'ai une question, c'est pour ça que la date de naissance de Jésus a été modifiée pour coller au soleil. Oui, totalement. Sinon, on a des problèmes. Hein. Si vous étudiez les dates, dans l'ordre des fêtes, y a un problème. L'annonciation suivie de la naissance de Jésus, il n'y a pas 9 mois. Hein. Vous pouvez compter. Hein. Il y a beaucoup moins que 9 mois. Hein. Donc ça nous parle d'autre chose, cette histoire. Attention, ce qui ne veut pas dire, je ne suis pas du tout en train de dire que cet initié incroyable qu'on appelle Jésus n'a pas existé. Je dis juste que l'histoire, très certainement, a été remodelée, on a pris les patchwork de plusieurs cultures et païennes, et ça je vous renvoie chez Éclaireuse Holistique qui maîtrise bien le sujet, à ma connaissance, et c'est un patchwork de plusieurs croyances, pratiques, rites qui étaient là, notamment celui de Mitra. Le mitraïsme a été remplacé par le christianisme à cette époque-là. Donc pour pouvoir fidéliser les gens, il ne fallait pas trop s'éloigner non plus de leurs croyances. Il fallait proposer quelque chose d'autre. Donc ça tombe bien, il y avait très certainement un initié qui venait de faire des ravages dans ses enseignements incroyables, et on a repris ça pour le diviniser, en faire quelque chose d'inatteignable. Mais bon, je vais m'arrêter là, sinon on part pour 3 heures. Tellement c'est un sujet que j'aime aborder. Donc l'énergie Gémeaux, signe de la dualité. J'ai un choix à faire dans ma vie. Je vais essayer de parler en codé par rapport à ce qui se passe en ce moment. J'ai un choix à faire en ma vie. Choix A, je vois 100% de raison de faire ce choix. Ok. Choix B, je vois 100% de raison de faire ce choix. Ok. Je suis là et me dit mince, je suis bloqué. Et là, il se prend la tête. Il va vers là et en fait, non, c'est là. En fait, non, c'est là. Et là, il se prend la tête et c'est la moulinette. Le monde des Gémeaux. Donc, le monde des Gémeaux, et puis après, avec l'énergie Sagittaire, on a... ok, tu as choix A, choix B. Ok, tu vois 100% de raison la tête. Mais où est-ce que tu ressens le plus de joie? Et ça s'explique pas. Ça ne s'explique pas. De dire, ok, mais je ne sais pas pourquoi, les deux sont ok, et pourtant, c'est là que je ressens de la joie. Ça transpire par les pores de ma peau, ça émane de mon cœur, il y en a un qui m'allume, l'autre, pas tant que ça. Pourtant, les deux, ils cochent 100% des cases. Voilà l'énergie Sagittaire. D'où la flamme qui, lui, au-delà du mental, révèle la bonne direction. Et la bonne direction pour toi n'est pas la bonne direction pour moi, n'est pas forcément la bonne direction pour moi, et n'est pas forcément la bonne direction de mon voisin. L'énergie Sagittaire est excellente pour réunifier la vérité. Mais elle est terrible quand elle est dans ses ombres et qu'elle pense que sa vérité
est la seule et unique, et que tous ceux qui ne pensent pas comme elle ont faux, ou ne sont pas sur le droit chemin, ou sont des infidèles, ou sont je ne sais quoi. Comment créer une fraternité, une sororité universelle si on ne commence pas déjà par concevoir notre propre vérité intime uniquement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une vérité intime. Et non pas comme, ok, lui il a faux, elle a faux, il faut qu'il pense comme moi. On peut très bien le calquer à ce qui se passe actuellement. Et comme le disent Philippe et Aruna dans leur bulletin, que je vous invite à aller voir, comme à chaque fois, la clé c'est l'amour. La clé c'est vraiment l'amour. Et qu'est-ce que ça implique ? Ça implique justement de se dire, ok, attention, l'énergie sagittaire dans ses ombres. Et comme on parle d'occulte, il y a encore quelque chose qui est occulté. La pleine lune, au moment de la pleine lune, le soleil s'accouple à la lune, mais c'est-à-dire qu'ils se renvoient mutuellement leurs énergies. C'est comme si la lune arrivait en face pour lui dire « Tiens, je t'offre l'énergie dont tu avais besoin » et le soleil lui dit « Tiens, je t'offre l'énergie dont tu avais besoin » et là, il y a une sorte de combo. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Dragon Ball Z. Quand dans Dragon Ball Z, tu as Goku qui lance un Kamehameha, tu as le rayon de lumière qui part, et de l'autre côté, tu as Vegeta qui lance un Kamehameha, et là, les deux énergies qui se retrouvent, ça fait une grosse boule de lumière. Parce que les deux énergies qui se rencontrent, ça décuple ça. Et bien c'est ça une pleine lune. C'est le soleil qui fait un Kamehameha dans un signe, à partir d'un signe, avec un chi, genre là, la prochaine pleine lune, le soleil, il sera en Sagittaire, il lance un Kamehameha de Sagittaire, et en face, ça tombe bien. Pour pouvoir retrouver l'unité, il avait besoin de l'altérité. C'est beau ça, hein, que le Sagittaire, il nous raconte que pour pouvoir rejoindre l'unité du Sagittaire, il a besoin en fait de l'altérité qui est en face, l'autre, Gémeaux. C'est une histoire d'amour, l'astrologie. C'est une histoire relationnelle. Et donc, ils mélangent leurs énergies. Allez voir Dragon Ball Z, c'est plein de sagesse, un peu trop martial. Et puis en fait, quand on prend aussi les mangas, là je relis les bouquins, en fait, c'est des pervers de ouf. Hein. Mais bon, c'est du Vénus-Pluton, quoi. Et donc au moment de la pleine lune, on est irradié par la lumière du signe qui est en face, qui vient complémentariser ce dont on avait besoin à cet instant précis. Mais là, pour l'instant, la nouvelle lune, elle nous demande de plonger dans ce qu'il y a de plus sombre à l'intérieur, c'est-à-dire dans le côté ombre du signe. Alors, c'est quoi le côté ombre du Sagittaire ? Une tendance à fuir. Qu'est-ce que je fuis ? De quoi j'ai peur ? Qu'est-ce que j'ai tendance à fuir ? Vous savez, il fuit au galop. Pourquoi est-ce que je pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs ? Énergie Sagittaire, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Il est dans un endroit, il s'amuse, machin, puis il se dit « Ah, mais c'est peut-être mieux là-bas ». Puis il va là-bas. Puis arrivé là-bas, il se dit « Ah, ça serait peut-être mieux là-bas ». Puis il va là-bas. C'est pour ça qu'on n'y croit pas à ce truc de « Oh là là, si on déménageait de planète, ça serait tellement mieux ». Et que dalle, on emmènerait exactement notre monde intérieur sur une autre planète. Et on recréerait exactement ce qu'on est en train de créer là. Donc on ne se déresponsabilise pas. Donc, ok, c'est un reflet, là, ce monde, c'est un reflet de tout ce que moi aussi je nourris et que je projette. Il n'y a pas à se culpabiliser ou se flageller, juste à le regarder en face. Dire, ok, c'est quoi ce miroir-là ? Qu'est-ce qui me montre ce monde ? Et en quoi je le nourris ? En quoi je participe en le nourrissant ? Mars, il va se battre. Vénus, elle va créer des alternatives. Elle va boycotter, elle va faire des grèves, elle va juste retrouver les autres autrement. Elle va faire circuler une information. Elle va faire circuler une conscience. Mars, on peut se battre contre une épée. On peut se battre contre des kalachnikovs, on peut se battre contre des tanks. Maintenant, épée contre tank, je ne vous dis pas qui gagne, mais il y a toujours un gagnant, un perdant. Il y a toujours des morts, il y a toujours de la violence. Vénus, ça diffuse une conscience. On ne lutte pas contre une conscience qui se propage. Rien. Qu'est-ce que quoi ? Un tank qui va tirer sur la conscience ? Une épée, elle va couper la conscience ? Non.
Allez-y. Faites ce que vous voulez, crucifiez, tuez, faites ce que vous voulez. La conscience et les graines qui ont été germées, c'est juste une question de temps pour que ça se propage au plus grand nombre. Donc la formation vibratoire, la vérité que vous incarnez, la vérité que j'incarne en ce moment là sur cette planète, c'est maintenant qu'on en a besoin. De joie, d'amour, de confiance, de dire tiens, toi tu penses comme ça, c'est ça ton positionnement par rapport à la situation actuelle. Parfait, parfait. Grand bien t'en fasse, vis selon cette vérité. Et la mienne, c'est celle-là. Ok, on n'est pas d'accord dessus, pas de problème. Il est où le problème de ne pas être d'accord ? La loi de la permissivité. Comment je permets aux autres d'être qui ils ont besoin et envie d'être ? Point barre. D'où me vient ce besoin psychorigide, donc ombre du Sagittaire, la psychorigidité. Où sont mes psychorigidités ? Par rapport à quelle croyance ou quelle façon de vivre je suis psychorigide ? Où sont aussi, avec le monde des Sagittaires, mes tendances à faire la politique de l'autruche ? Vous savez, la politique de l'autruche, de mettre la tête sous le sable pour faire comme si les problèmes, ils n'existent pas. Voilà, si je ne vois pas les problèmes, ça veut dire qu'ils n'existent pas. Alors que si. Alors là, toute l'humanité entière en ce moment est concernée par la politique de l'autruche. Alors là, à fond. On se voile la face, on se met des œillères en voulant se convaincre que notre vérité, c'est la vérité juste. Mais tout le monde, même moi, dans tel ou tel secteur. Là, je suis en train de parler de ce qui se passe socialement là, depuis longtemps. On se met des œillères pour se convaincre que notre vérité, et on ne veut surtout pas se dire qu'on s'est trompé. Le positionnement qu'on a pris au départ, on veut garder, parce que l'ego, il ne veut pas se dire « je me suis trompé, j'ai changé d'avis ». Ou se regarder dans une glace et dire « ah, tu vois, tu n'as pas été cohérent avec toi-même ». Ah, on est humain. Donc c'est ok de ne pas être cohérent, mais au moins de le regarder en face. De dire « ok, je ne suis pas cohérent ». Je ne suis pas cohérent, maintenant qu'est-ce que j'en fais ? Comment je voudrais retrouver de la cohérence ? Puisque la cohérence amène de l'ordre, et l'ordre, l'harmonie. Et l'harmonie, l'esthétique. Et on revient à ce qu'on disait au début. Donc la politique de l'autruche du Sagittaire. Où sont mes tendances à faire la politique de l'autruche ? Où sont mes tendances à être dogmatique ? C'est-à-dire à vouloir m'enfermer moi, dans un système de perception et de croyance, par fidélité à qui ? À quoi ? Une tradition, une famille, une personne. Donc mes tendances à être dogmatique envers moi-même, mais aussi envers les autres, à vouloir que les autres rentrent dans ce système de croyance et n'en sortent pas. Parce que Dieu a dit. On pourrait le caler sur beaucoup d'autres domaines de notre vie. Donc de prendre conscience de ça. Mais qu'est-ce que je fuis ? En quoi est-ce que le fait de vivre joyeux, le fait de vivre heureux, pourrait me faire peur ? Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Qu'est-ce qui en moi ne veut pas lâcher et a peur de disparaître si je m'autorisais à aller vraiment vers ce qui me fait vibrer, vers ma joie ? Vibrer l'arc du Sagittaire qui vibre. Si elle est trop tendue, elle est rigide, aucune flèche ne peut être tirée. Mais si elle est trop molle, ça veut dire qu'en gros, elle n'a pas de perception à elle-même, il n'y a rien qui est tiré. Dans un extrême comme dans l'autre, dualité Gémeaux. Attends, est-ce que je tends ma corde à fond ou est-ce que je la relâche totalement ? Descendance, le monde du Gémeaux. Est-ce que la corde doit être totalement détendue ou totalement tendue ? S'il y avait un juste milieu là-dedans. Ça, c'est le Sagittaire. Il va unifier les choses pour trouver la vérité exacte. Parfois, s'il veut atteindre une cible qui est plus ou moins loin, il va devoir régler la corde aussi. Donc ça demande un principe d'adaptation. À partir du moment où on pense que tout le temps la corde doit être détendue ou tout le temps la corde doit être tendue, on est dans une forme de psychorigidité. Ça demande un principe d'adaptation. Moi, je le cale avec le système des arts martiaux. À la base, les arts martiaux, il n'y a pas de catégorie de poids comme vous le voyez à la télé. Telle catégorie avec telle catégorie, les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes.
le plus petit et le plus fin peut triompher du plus lourd et du plus grand. C'est le principe même des arts martiaux. C'est même pour ça qu'ils ont été créés. Comment je vais utiliser l'énergie pour la retourner dans le sens que moi je veux. C'est-à-dire pour la retourner dans le sens que je décide de prendre dans ma vie. Donc ils ne luttent pas en fait. Et c'est le propre du Sagittaire. Toute la situation actuelle, comment je peux l'absorber en mode Aikido pour la retourner dans ce qui a du sens pour moi. Sinon, je subis. Donc c'est le monde des croyances. Et vous savez bien, il y en a beaucoup ici qui sont dans le monde de la spiritualité, et vous savez bien que on nous rabâche que on crée sa réalité. On crée sa réalité avec ses pensées. Ok ? Les pensées sont les outils et les flèches avec lesquels on crée notre réalité. C'est-à-dire la façon dont je pense, dont je me pense et dont je pense ma vie, me la fait vivre de telle façon. Très basiquement, si je pense que la vie c'est de la merde, je vais tout observer de ce spectre-là. J'observe que la vie c'est de la merde, voilà, lui il me parle mal, l'autre machin. Oui, mais c'est le filtre, c'est les lunettes que tu as mises. Et j'ai raison, la personne qui pense ça, elle a raison. Mais l'autre qui est à côté, qui vit exactement dans la même société, dans la même culture, et qui met ses lunettes de la vie c'est merveilleux, ben il va tout observer que la vie c'est merveilleux. Mais qui a raison ? Mais ni l'un ni l'autre, donc les deux. Parce que la vérité plus vaste de ça, l'énergie sagittaire, elle se dit, c'est les deux en fait. C'est les deux. La vie, elle est à la fois belle, elle est à la fois moche. Il y a de tout en fait. Tout dépend de la façon dont on l'observe et dont on choisit de la nourrir. Donc l'énergie sagittaire, l'énergie gémeaux, elle va percevoir une multitude de vérités. Tellement qu'elle peut trop se disperser. Et qu'on se retrouve avec trop de livres et trop de papier. Et que ça amène au désordre. Le désordre mental. Le désordre intellectuel. Et le Sagittaire, lui, il se met en mode ok, la vérité plus vaste me montre que, vu d'en haut, il y a juste des consciences, des humains, qui cherchent à vivre leur vérité, qui vivent et qui expérimentent leur réalité selon leur perception. C'est ça les flèches. Et ces flèches-là, elles sont à maîtriser. On ne peut pas co-créer sa réalité si on ne maîtrise pas ses pensées. Et attention avec le mot maîtrise. Pas dans un truc de je m'interdis de penser, ou je m'empêche de penser à ça. La nature de la réalité se forme à partir de la conscience et de l'énergie qui crée la réalité. La conscience que je mets dans une pensée et l'énergie que je lui accorde va faire que ça va créer la réalité. Si c'est juste de la conscience, il n'y a rien. Si c'est juste de l'énergie éparpillée, il n'y a rien. Si je pense que je vais acheter du pain, ok, j'aurais beau penser que je vais acheter du pain à longueur de journée, pendant 3 mois, même si je veux, si je n'y mets pas de l'énergie pour nourrir cette conscience, donc de l'émotion, et que je ne mets pas mon corps en mouvement pour aller le faire, il n'y aura rien. Mais si c'est juste de l'énergie qui instinctivement ou compulsivement veut acheter du pain, mais qu'elle n'y met pas de conscience, soit oui, elle va aller acheter 50 millions de pains qui ne lui servent à rien, mais dès que j'y mets de la conscience, il y a une... C'est ça être co-créateur, c'est mettre de la conscience et de l'énergie dans ce qu'on veut créer, et le sens qu'on veut lui donner. Je veux acheter du pain, j'en ai conscience. Maintenant, si je génère l'émotion qui va me faire lever pour aller chercher ce pain, j'ai co-créé ma réalité. C'est aussi basique que ça, et on peut l'expandre sur plus vaste. Ok. Donc si on s'accordait le droit, Sagittaire, le droit, signe du droit, et la justice et la justesse de s'autoriser à créer notre réalité comme on veut. Qu'est-ce que ça peut bien foutre aux uns et aux autres qui écoutent la télé, les journaux, et qui ont peur, et qui veulent appliquer ce que le gouvernement demande. Et qu'est-ce que ça peut foutre aux uns et aux autres que
ceux qui veulent faire l'inverse total le fassent ou le font. Qu'est-ce que ça peut faire en fait? C'est à partir du moment où on commence à dire si lui ne pense pas comme toi, c'est un danger pour toi, là on rentre dans une guerre. On quitte le monde de l'amour. Et là, alors là, toutes les informations, la quantité de livres et de papiers, donc c'est-à-dire toutes les informations aussi débiles les unes que les autres pour nous monter les uns contre les autres et penser que l'autre est mon ennemi, vont être magnifiquement orchestrées pour atteindre à ça. Ça m'avait sauté aux yeux, ça, il n'y a pas longtemps. Avant, on nous mettait en tête que, attention, les musulmans, attention, les talibans, attention, Al-Qaïda, attention ceci, attention cela. Les ennemis majeurs, c'était le barbu avec sa djellaba, quoi. Tellement que quand on voyait un barbu avec sa djellaba, on pensait à ça. C'est comme si, dans l'inconscient collectif, ça rimait avec terroriste. C'est débile, hein? Mais c'est là qu'on voit à quel point le matraquage de l'information vient conditionner. Donc il y avait une forme d'ennemi potentiel. Aujourd'hui, alors là c'est le plus grand des terrorismes aujourd'hui. Aujourd'hui, n'importe qui peut être un danger pour moi. N'importe qui est potentiellement un terroriste pour ma vie. Si on tombe là-dedans, c'est mort. Hein. Donc la vérité, elle commence par permettre aux autres de pouvoir la vivre. Et il n'y a que comme ça qu'on pourra y accéder à cette vérité. Et c'est le b.a.-ba de l'amour, je pense. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Il me faut encore facile 10 minutes là, pour arriver au bout de ce que je voudrais communiquer ce soir. Je termine aussi en vous disant sur les aspects que après le 21 décembre, le solstice, on a Jupiter qui rentrera en Poisson. Il y a Linda qui dit « L'analyse est super juste, mais je m'interroge sur la manière d'échapper à cela. » Pour l'instant, je n'ai pas le sentiment de devoir m'échapper de quelque chose. Pour l'instant, il y a un principe d'adaptation avec lequel on peut continuer à prendre un sens, une direction. Et il y aura toujours un sens et une direction, toujours. Toujours, parce que tout problème va de pair avec sa solution. C'est comme ça, donc tout dépend du sens qu'on donne. C'est sûr que si on n'est pas au clair avec le sens qu'on veut prendre là-dedans, il n'y a pas de solutions qui peuvent se manifester et on n'a accès qu'au problème. Ok, je continue en attendant que les questions arrivent, parce que je pense que le temps que vous tapiez vos questions, ça met du temps aussi. Le signe des Sagittaires, c'est le 9e, donc c'est la 9e porte à laquelle accède Hercule, donc l'âme initiée, c'est-à-dire toi, moi, potentiellement. Et elle précède les 3 derniers travaux, donc le travail du Sagittaire précède les 3 derniers travaux dans lesquels il va enfin être au service des autres. Capricorne, Verseau, Poisson, c'est les 3 travaux dans lesquels il est vraiment au service des autres. Il est initié, ça y est. Donc les Sagittaires, c'est le signe de l'adepte ou du prétendant ou de l'aspirant à une forme d'initiation, c'est-à-dire à recevoir une forme de connaissance sacrée qui va le mener plus haut. Dans les Gémeaux, on est dans la connaissance, les études, les petites études, l'école, mais même l'université, tout ça. C'est les connaissances qu'on accumule de façon intellectuelle. C'est la théorie, comme on dit. Le monde des Sagittaires, c'est celui qui part à l'aventure pour mettre en pratique les connaissances. Et en général, n'importe quel corps de métier, on se rend compte que tout ce qu'on avait appris en théorie, c'était bien, mais qu'en fait, c'est vraiment autrement sur le terrain. C'est pour ça qu'en théorie, tout se passe bien. Donc, le monde des Sagittaires, il expérimente. Et c'est ce qu'on appelle en astrologie, traditionnellement, le monde des études supérieures. Mais c'est quoi les études supérieures? C'est toujours pas la fac, C'est les études qui vont permettre à la conscience de viser plus haut, de viser à plus de conscience. Donc on est dans les études à caractère spirituel, initiatique, et j'en passe.
les universités d'Aruna sont parfaitement sagittaires. On est vraiment dans le secteur des études dites supérieures. Ce qu'on est en train de faire là aussi. Je ne suis pas en train de vous donner un cours magistral sur comment fonctionne l'astrologie et c'est quoi la théorie. Là, on met en pratique sur le terrain, directement. Donc on est dans des études où on recherche le développement, non pas personnel, mais le développement de l'âme. Et ça, je vais en parler de plus en plus du développement de l'âme. Donc, Hercule arrive en Sagittaire, et brièvement, je vous invite à aller lire Les oiseaux de Stymphale. Il doit aller dans un village à Stymphale, d'ailleurs c'est des marécages, dans lequel il y a des milliers d'oiseaux qui dévastent tout sur leur passage. Et ils sont faits en étain, si je me souviens bien, en tout cas c'est du métal, quasiment indestructible. Alors lui, il est avec ses flèches encore, alors les flèches, elles butent contre le métal, rien n'y fait. Les oiseaux, ils ont des becs acérés en métal aussi, et puis ils font un bruit horrible, avec leurs ailes, avec le grincement du métal, ils bouffent tout, ils tuent. Donc Hercule, il arrive à en dézinguer quelques-uns, mais il y en a plein, il y en a des milliers. Et en fait, il a 2 cymbales. Alors selon les histoires, il y a un gong, il a 2 cymbales. En tout cas, il y a une histoire profonde. On accède au même enseignement de toute façon. Moi, je vais vous parler de celle des 2 cymbales. Il a 2 cymbales avec lui. Et là, il va les prendre. Et avec toute sa puissance, il va les entrechoquer. Et le son est tellement puissant. Vous savez, ça dépasse le mur du son. C'est-à-dire qu'il est tellement puissant qu'on ne l'entend pas. C'est un silence retentissant. C'est un son qui devient vibratoire. Et là, tous les oiseaux, par cette onde de silence, sont chassés. Mais d'un coup, quoi. Alors, il faudra l'étudier en détail. Allez faire vos devoirs. J'aime bien cette expression, faites vos devoirs. Mais faites vos devoirs dans les études supérieures, du coup. Et allez voir ce que représentent les 3 oiseaux majeurs, les oiseaux de Stymphale, etc. C'est le monde des pensées, là. Hercule, il est initié. Quand on était en Gémeaux, ou même dans le tout premier travail où il devait maîtriser le mental, c'est les petites pensées, c'est au début. Mais attention, une fois qu'on est initié, ou une fois que Hercule est initié, ou qu'on a développé son état d'être, une fois qu'on a développé son état d'être et qu'on a développé sa vibration, quand on pense à quelque chose, la force vibratoire de notre pensée n'est plus la même qu'au début du chemin. Donc celui qui fait une erreur en début de chemin, il est beaucoup moins pénalisé, de fait et vibratoirement, que celui qui fait une erreur beaucoup plus loin dans le chemin. Parce que cette fois, il est conscient, parce que cette fois, vibratoirement, il a voulu développer sa vibration. Donc il n'y a pas que du fun là-dedans, ça demande encore plus de vigilance et de responsabilité. Parce que tout est décuplé. Si je veux développer ma sensibilité et mes dons, ok, tu as le revers de la médaille aussi. Ça veut dire que tu deviens sensible à tout. Tu deviens poreux. Donc c'est un choix, mais ça demande une vraie maîtrise. C'est pour ça que c'est un tout à cultiver ça. Donc dans le monde des Sagittaires, on accède au fait que le plus grand des enseignements vient du silence. En Gémeaux, on accumule des connaissances intellectuelles qui viennent nourrir l'intellect. Et Dieu sait que je suis encore même concerné par ça, par cette compulsion-là à vouloir amasser des connaissances, moins qu'avant, mais encore. C'est un vrai long travail. En Sagittaire, il va se relier à là-haut, à une source, et il va se laisser transmettre par quelque chose qui est plus d'ordre intellectuel, qui est de l'ordre du mental supérieur, qui est de l'ordre de l'intuition. Donc dans le monde des Sagittaires, le but c'est d'être connecté à ce qu'on appelle l'intuition. Et elle est silencieuse. Donc les 2 gongs là, c'est quand les oiseaux de Stymphale sont tous là-haut, là, c'est des pensées qu'on a générées, qui sont d'ordre supérieur maintenant, mais qui polluent tout ça. Et là, il y a un moment où il y a une force vibratoire à déployer, le gong de l'amour à déployer pour que le ciel retrouve les rayons du soleil et qu'on voit ce qui émerge.
Là, c'est le cas. Les oiseaux de Stymphale, il y en a partout, là, depuis 2 ans. Partout autour de nous. Dans les informations, dans notre société, dans notre culture, dans les villes, partout. Il y a des oiseaux de Stymphale. C'est rempli le ciel des oiseaux de Stymphale. Quels sont tes 2 gongs à toi pour générer un silence tellement puissant, tellement divin, qui vient chasser les oiseaux de Stymphale et rétablir la lueur du jour, c'est-à-dire de la vérité, de la lumière de la vérité. À quel point ça implique aussi de vouloir la chercher, la vérité, parce que c'est pas moi qui l'ai dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Ben ouais, mais sauf que si on n'a pas envie d'être vraiment libre, on ne veut pas avoir la vérité. Quand quelqu'un affiche des vérités, ça dérange, il n'y a qu'à regarder l'histoire. L'humain ne veut que ce qu'il a envie d'entendre. Il ne veut pas, par définition, il ne veut pas ce qu'il n'a pas envie d'entendre. Donc quand quelqu'un arrive et qu'il va lui lancer des vérités en pleine face, il n'a pas envie de l'entendre, donc il va le rejeter ou le crucifier. Ok, j'ai fait le tour pour cette nouvelle lune. L'invitation vraiment à mettre du sens. Du sens dans ta vérité. Aurore, comment comprendre le nœud sud en Sagittaire et que peut le soleil dans ce signe? Alors c'est vrai que on vit les derniers instants de l'axe des... Oui, le procès de Galilée, merci Ota. On vit les derniers instants des nœuds lunaires dans l'axe Sagittaire-Gémeaux. Donc les nœuds lunaires, je vous le répète, ou pas d'ailleurs, je ne sais même pas si j'en ai déjà parlé, le nœud sud et le nœud nord, c'est un axe. Il y a le nœud sud qui est ici, ici, forcément il y a le nœud nord qui est comme ça en face. Et ça tourne ensemble. Donc il tourne dans l'autre sens que les planètes. Donc ça reste un peu plus d'1 an dans un signe, cet axe, enfin dans un axe de signe. Et donc il met 19 ans à faire le tour. C'est le chemin de l'âme. Les nœuds lunaires, c'est le chemin de l'âme. Donc là, c'est l'âme du monde. C'est la conscience humaine aussi. C'est l'âme du monde. Alors Nico, je vois le pavé que tu as mis, mais je ne peux pas le lire tout de suite, sinon je vais perdre le fil. Donc les nœuds lunaires, Rahu, la queue du dragon, et Ketu, la tête du dragon, le nœud nord. Depuis l'année dernière déjà, le nœud sud est en Sagittaire. C'est toutes les mémoires. Bah tiens, le soleil qui passe sur, mais il est assez éloigné, mais il est à 12 degrés, on peut dire qu'ils sont en conjonction. Le soleil qui est en conjonction avec le nœud sud, il vient mettre en lumière les mémoires d'âme type Sagittaire. Bah, c'est ce qu'on vient de dire là, c'est tout ce qui va parler du dogme, où sont nos mémoires dogmatiques, où sont nos mémoires de conquistadors de la pensée, mais vraiment conquistadors de la pensée, quoi. Nos rigidités, etc. Toutes les ombres du Sagittaire dont j'ai parlé là. Et le nœud nord va en Gémeaux. Bah, Gémeaux, c'est des petits déplacements, c'est la localité. On voit bien depuis 1 an qu'on ne voyage pas. On ne voyage pas des masses, c'est des petits déplacements qu'on fait. Gémeaux, nœud nord. Et puis c'est le monde des idées. C'est le monde de l'information. Bon, ça peut être aussi le monde de la séparation. Bah oui, depuis 1 an, je trouve qu'il y a beaucoup de séparation entre nous. Ou en tout cas, on veille à ce qu'on se sépare bien mutuellement les uns les autres en pensée. Et il en faut peu pour qu'ensuite on se sépare en physique. Parce que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Donc si on est séparé en pensée, on va être séparé en physique à un moment. Donc le nœud nord, il va rentrer en taureau vers la mi-janvier, si je me souviens bien. Donc il va être en scorpion au nœud sud. Bon, on en parlera au moment venu. Pour l'instant, c'est pas le moment. Voilà, donc je relis les éventuelles questions qu'il y a. Donc Nico, certaines pensées ou comportements me heurtent encore. Je comprends la loi des polarités et de l'amour, mais je la mets pas tout le temps en application. La justesse ne serait pas de se positionner en douceur. Si, mais justement, vous savez, c'est pas...
c'est justement voilà, le but, c'est pas de dire ok, j'ai décidé que j'allais me comporter comme ça, donc c'est comme ça que ça va se passer. Un schéma, ça se passe pas comme ça en fait. Un schéma comportemental, on va retomber dedans, puis on met de la volonté de conscience, donc on se voit retomber dedans. Tiens, là je me suis fait avoir, ok, j'y remets encore de la volonté de conscience, et puis je vais être plus vigilant. Et à force, on déconditionne. Mais évidemment que c'est une invitation à y aller en douceur. À y aller en douceur, Vénus-Pluton, hein, voilà. Donc, et puis c'est vrai que courant décembre, là, vers la fin du mois de décembre, on va aussi avoir un carré exact, vraiment exact, entre Saturne et Uranus. Ça fait belle lurette qu'il est là, mais là, il va se créer de façon exacte. Saturne, les lois, Uranus, la liberté. En carré. Loi, liberté. Donc, c'est très probable qu'en décembre, il y ait des restrictions de liberté, qu'il y ait des choses qui pourraient nous mettre vraiment en colère et qui rentrent dans de l'aspect dogmatique. Voilà, maintenant à nous d'être vigilants et vigilantes pour rester en conscience. Et Vénus-Pluton, c'est vrai que c'est une mixture difficile à comprendre, Linda, mais tout dépend de quel angle on aborde Vénus. Alors je sais pas si t'es arrivé au début, mais j'ai pris une grosse session dessus, sur Vénus. Voilà, tout le monde. Allez, je vais m'arrêter là. Je vois que je commence à fatiguer et que ça y est, l'énergie ça me lâche, donc du coup c'est qu'on est allé au bout, je pense. Les infos du moment. Les infos du moment, alors j'espère que je ne me trompe pas dans les dates, vous pourrez vérifier, mais je suis quasi sûr de mon coup. Le 14 décembre débute l'université d'hiver d'Aruna sur la voie de l'amoureux. Je vous invite vraiment à suivre les enseignements parce que ça vient compléter totalement ceux qui me suivent, ce que je fais. Et le 14, justement, moi je m'occuperai de la partie corps à travers un Qigong spécial, Sagittaire, que vous trouverez que à l'université. C'est un Qigong que je crée spécialement pour l'université de la Voie de l'Amoureux. Donc ça, c'est pour les infos. Le 21 décembre, au moment du solstice, j'organise une retraite. Il ne reste plus beaucoup de place. Il doit rester 5 ou 6, je ne sais plus, il faut que je compte. Il faut que j'aille regarder les mails aussi s'il y a eu des inscriptions aujourd'hui. Et donc une retraite à caractère initiatique et spirituel sous la vibration christique. Donc j'expliquerai en détail, je ferai un live la semaine prochaine sur ça, pour vraiment éclaircir ces points, christique, initiatique, spirituel. C'est les 3 valeurs majeures de cette retraite qui aura lieu le lundi 20, mardi 21, jusqu'au mercredi 22 au matin, en Normandie, dans un lieu magnifique, vous pouvez aller le voir, qui s'appelle la Maison Plume, et j'ai vraiment, vraiment hâte d'y être. Avec des pratiques de Qigong, avec des pratiques de groupe, de conscience, avec du chant, avec des cercles de parole, et tout ce qu'on aime pour passer un solstice ensemble. Et perso, c'est mon solstice de l'année que je préfère, quoi. C'est vraiment la lumière divine. Voilà. D'autre part, je reçois beaucoup de mails ces derniers jours pour la formation astrologie. Pour l'instant, elle est fermée. Il n'y a plus de nouveaux participants. Ils sont plus d'une trentaine sur la première promotion. Et eux, c'est des exceptions parce que toute la formation est en pleine révolution. Je vais changer tout le format. Les cours sont les mêmes. La densité de cours est la même. Et évidemment, ce que je vais mettre en avant maintenant, c'est l'astrologie initiatique. Donc ça va demander du temps, mais je pense la lancer pour courant janvier. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une magnifique nouvelle lune. Merci d'avoir participé à ce live qui sera mis en replay dès maintenant et sur YouTube dès demain matin, je pense. Ou ce soir, si je le sens là, on verra. Voilà, passez une magnifique pleine lune à la lumière de votre vérité, dans la joie et l'aventure du grand mystère d'accepter
que cette vie sur Terre est un grand mystère insondable et que le sens symbolique qu'on lui donne, c'est vraiment un beau cadeau qu'on nous permette justement de vivre cette vie selon le sens symbolique qu'on lui donne. Je vous embrasse toutes et tous, et surtout, il y en a qui m'écrivent des questions, mettez-les en commentaire, ou écrivez-moi en privé, mettez-les en commentaire, c'est encore mieux. Va vers toi et garde la lumière.